Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. 18 juin 1942. Ici les stations de Radio Paris, notre émission va commencer dans quelques instants. André Chaumette, vice-président de l'Association des journalistes anti-juifs. L'étoile jaune qu'arborent aujourd'hui les enfants d'Israël n'est ni une mesure de vexation, ni une mesure d'humiliation, mais bien plutôt un geste dicté par le souci de protéger nos vies, d'engager le pays sur la route de la Révolution nationale. La Révolution nationale, le projet politique porté par Philippe Pétain, sous-entend qu'il faut expurger les Juifs du corps social. La France éternelle ne tolère pas les enfants d'Israël. On avait déjà juif écrit en rouge sur nos cartes d'identité, et maintenant en plus, nous obliger à porter une étoile. Une tache sombre sur notre histoire nationale. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail. On entend souvent que le régime de Vichy a livré les Juifs de France aux nazis sous la pression des autorités allemandes. Or, c'est bien plus compliqué. Car dès l'été 1940, vous allez découvrir que Philippe Pétain voulait exclure les Juifs de la société française. Certes, il ne voulait pas les exterminer, mais les mettre à l'écart, à la marge. Précision importante, on estime qu'il y avait en France métropolitaine, en 1940, à peu près 330 000 Juifs sur 40 millions d'habitants. Bilan à la fin de la guerre, 75 000 déportés, dont 24 000 Juifs français. Au total, 80 000 morts, si on ajoute les fusillés, tous innocents. Comme sauveurs de Juifs, on a fait mieux. Ici Vichy, la voix de la France. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Fantôme de Philippe Pétain. Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles. 6e épisode, l'antisémite polymorphe. C'est moi seul que l'histoire jugera. D'abord, il faut revenir en arrière. Ce 6e épisode commence donc à Paris, le 5 janvier 1895, dans la cour de l'école militaire, face à la Tour Eiffel. Ouvrez le banc! Ce jour-là, un officier français, un capitaine juif alsacien, subit une infâme injustice. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, dans sa séance du 22 décembre 1894, a reconnu à l'unanimité des voix le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, coupable du crime de haute trahison, et l'a condamné à l'unanimité des voix à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire. Lorsque Dreyfus est accusé à tort, dégradé et condamné au bagne, il se trouve que le capitaine Philippe Pétain, lui, 39 ans, est en poste à l'état-major du gouverneur militaire de Paris. Entrez. Autrement dit, en pleine affaire Dreyfus. Dreyfus, un juif. Philippe Pétain est au cœur de la machine militaire. Alors certes, il n'est pas décisionnaire, mais il est aux premières loges. Comment a-t-il réagi au milieu de ce fracas antisémite ? On sait très peu de choses car il a été d'une extrême discrétion sur ce sujet tout au long de sa vie. Bénédicte Vergès-Chaignon est historienne. Et même encore dans les années 20, faisant une allusion à un embrouillamini politique, il dira ça c'est comme l'affaire Dreyfus, il vaut mieux ne pas s'en mêler sinon on n'en sort pas. Donc nous sommes obligés de raisonner en creux. Philippe Pétain ne dit rien et même il s'abstient de faire ce qu'ont fait beaucoup d'autres officiers, c'est-à-dire de contribuer à ce qu'on appelle le monument Henri, c'est-à-dire
une collecte de fonds qui est un moyen de soutenir les anti-Dreyfusards, pour résumer les choses simplement. Sur le fond de l'affaire, on peut penser de ce fait que Pétain pouvait croire que Dreyfus n'était peut-être pas coupable, mais qu'en un sens, ça n'avait pas d'importance, parce que ce qui était important, c'était de préserver l'unité de l'armée contre les attaques extérieures et aussi contre les dissensions intérieures. Et en fait, c'est ça qui lui importait le plus. Donc, à cet égard, l'affaire est pour lui un souvenir délicat et douloureux. Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Soldats, on dégrade un innocent. Est-ce qu'on sait quelle position adopte Philippe Pétain à l'égard du discours antisémite qui vient pourrir la vie politique française de l'entre-deux-guerres ? Alors là encore, on en est réduit à des déductions, car ni publiquement, ni même dans ses écrits privés, correspondances, il ne s'exprime sur ce sujet-là. Il est clair que ça ne fait pas partie de ses préoccupations. Ce que nous pouvons percevoir au travers des personnes qu'il fréquente, c'est qu'il partage ce fond d'antisémitisme de la bourgeoisie française du 19e siècle, mais ça n'est pas du tout central dans son existence. On insistera beaucoup sur le fait qu'il a des amis juifs, ce qui, à mon avis, ne signifie rien en termes d'opinion et de comportement. Ce qui est paradoxal, presque amusant, c'est que la seule manifestation quasi publique que nous connaissons de lui dans l'entre-deux-guerres, c'est une prise de position contre l'antisémitisme nazi, puisqu'en novembre 1938, il va signer une lettre ouverte de personnalité française, qui ne sera pas publiée finalement, mais il ne pouvait pas le savoir au moment où il a choisi de la signer. Or, cette lettre protestait contre les événements qu'on appelle la nuit de cristal, c'est-à-dire le fait qu'en Allemagne, à la fin de l'année 1938, des bandes armées s'en prennent à des commerces juifs, à des synagogues, à des personnes, et il va y avoir des destructions, des morts, des blessés. Et dans ce texte, c'était un appel à la morale, à la conscience des nations contre ce qui était considéré comme de la barbarie, qui s'inscrivait contre le christianisme qui était le symbole de l'Europe. Et il y avait aussi une petite déploraison du fait que ces persécutions en Allemagne suscitaient une immigration de juifs dans le restant de l'Europe. Précisons que cette pétition n'a pas été publiée pour ne pas froisser, je crois, le ministre des Affaires étrangères nazi en visite à Paris, Ribbentrop, pour éviter de froisser des rapports diplomatiques. Oui, c'est concomitant. En fait, Ribbentrop est là pour faire assaut de bons procédés et de bonne entente apparente après la crise de Munich, qui est survenue quelques semaines plus tôt. Et au mi-temps de ces années 30, une France en crise, une France qui se cherche, choisit de donner sa chance au Front populaire. Je viens de recevoir un coup de fil de l'intérieur. Vous êtes des premiers à savoir. Non sans inquiéter la droite et l'extrême droite. Grosse majorité socialo-communiste à la Chambre d'ici fin de mois. Le deuxième tour est perdu. Vous faites une blague. Ce n'est pas possible. C'est. Et vous savez qui Lebrun va contacter comme futur président du Conseil de la République, troisième du nom? L'homme. Un juif? Un juif, oui. Pauvre France. Ce pays marche sur la tête. Maurras avait raison. Cette république est une gueuse, une soularde. Léon Blum, le chef du Front populaire, qui va être nommé Premier ministre, président du Conseil. Léon Blum, il se trouve qu'il est juif. L'historien Laurent Joly.
En plus, c'est un juif qui ne se cache pas d'être juif. Il est marxiste, socialiste, juif. Donc là, ça a vraiment créé une forme de panique dans toute une partie de l'opinion, à l'extrême droite, mais aussi à droite. Et c'est ce qui explique que, par exemple, un antisémite, qui pour l'instant faisait pas beaucoup de bruit, à la Chambre des députés, Xavier Vallat va être à la fois celui qui, au nom de l'opposition de droite, va faire ce fameux discours, pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain va être gouverné par un juif, donc une tirade antisémite qui va durer plus d'1 minute 50, et qui va être, peu après, élu vice-président de la Chambre des députés. Donc vous voyez que ça représente un courant. Vous voyez à la fois le fait qu'on considère que les Juifs sont derrière le Front populaire, le fait qu'il y a ce risque de guerre avec l'Allemagne nazie. Enfin, il y a une forme de néo-pacifisme qui naît à droite. Les gens qui étaient les plus anti-allemands se disent non, si on fait la guerre contre Hitler, c'est la guerre pour les Juifs. Vous voyez, tout ça crée un regain d'antisémitisme en France, au point que le gouvernement républicain est obligé d'adopter la première loi qui va réprimer le racisme et l'antisémitisme. Le décret-loi Marchandeau, en avril 1939. Voilà, donc vous voyez, à la fin des années 30, l'antisémitisme est un courant important en France. Sais-tu combien il y en avait de juifs en France, hein, sur 40 millions de Français, en 1939 3%. Et sais-tu combien il y en avait au pouvoir? Tu veux que je te le dise, hein? 80%. À la veille de la guerre, donc, en France, le climat est très malsain à l'égard des Juifs. Une méfiance s'est répandue comme un poison dans l'opinion. Et une fois la défaite subie face aux Allemands, sur les ondes de Radio Vichy, on désigne les coupables. La France a toujours un grand rôle à jouer. Le maréchal que nous vénérons l'a dit. Mais la France ne peut être grande que libérée des politiciens, des Juifs, des francs-maçons et des Anglais. Voici au moins un point de vue énergique, M. Guillard. Le mot d'ordre est derrière Pétain pour l'instauration de la grande Europe de demain. Le changement qui s'opère en juillet 40 à Vichy a une toile de fond qui est une forme de pression pour que les parlementaires acceptent qu'on donne les pleins pouvoirs à Pétain, avec quand même l'idée qu'on va vers un ordre nouveau. Mais plane à Vichy, à ce moment-là, un antisémitisme très fort, même au sein des amis de Léon Blum. La France a subi une défaite foudroyante, et il y a une forme de retour, on va dire archaïque, à des identités primaires, et le juif, c'est vraiment l'ennemi. En juillet 1940, à Vichy, les services de propagande, les services qui s'occupent de la radio, sont truffés de militants d'extrême droite, antisémites. Effectivement, avec un antisémitisme haineux qui pointe, par exemple, les Juifs qui sont partis aux États-Unis, les Rothschild, etc. Donc, il y a vraiment la volonté de désigner des boucs émissaires. Et Vichy, c'est vraiment ça, dans un premier temps. On nous a souvent parlé en France des vols et des escroqueries juifs. Et quel est donc, à votre avis, à ce sujet? Oh, vous savez, il est bien simple. Rapine, vol, pornographie, les annales judiciaires sont combles. C'est Dreyfus, c'est Rochette, c'est Stavisky, c'est Hanau, c'est Lévy. l'Office international de la lutte contre les infractions aux lois sur les stupéfiants a établi qu'en 1931, sur 272 trafiquants, 69, soit 25% étaient juifs. En 1933, ce pourcentage atteignait 33%, alors qu'il dépassait 50% pour la tromperie sur les jeux du hasard. Ce qui prouve, comme le dit le Talmud, que si nos juifs excellent dans l'art du commerce, ils savent aussi aider le hasard, contre nous bien entendu. En juillet 1940, le régime de Vichy se met donc en place. Philippe Pétain s'est hissé à la tête de l'État français. L'Assemblée nationale m'a investi de pouvoirs étendus. Il règne sur la zone sud. Et très vite, les Juifs français de cette zone non occupée sont dans le collimateur du nouveau régime. Mais qui fait pression ? On se dit souvent, oui, mais c'est sous la pression allemande, mais pas du tout. Pas du tout. L'historien Denis Péchanski. On en a un exemple frappant, c'est le statut des Juifs, du 3 octobre 1940. Ce statut des Juifs qui interdit la fonction publique aux Juifs, donc, soit dit en passant, aux Juifs français. Et puis, les métiers qu'on appelait de la direction de la pensée, très rapidement. On a un témoignage de Charles Pomarez, c'est un ancien ministre. Il raconte comment, se trouvant à Vichy en juillet 1940, il croise Alibert, ministre de la Justice. Et Alibert lui dit « les Juifs, on est en train de leur préparer un statut aux petits oignons. » Donc, je veux dire, la pression allemande, elle était loin.
Et puis arrive le 3 octobre, et avant même le 3 octobre, il y a une ordonnance allemande qui sort. Quelques jours avant, le 27 septembre, qui va dire à peu près la même chose, même si d'ailleurs le statut des Juifs français va plus loin, puisque l'ordonnance allemande parle de religion, et du côté de Vichy, ça va être la race. Or, pourquoi les Allemands le sortent le 27 septembre ? On a un échange très intéressant entre les autorités militaires qui avaient la main à ce moment-là sur le système d'occupation. Et il est écrit, bon là on le fait très vite ce statut parce que on sait que les Français le préparent. Donc on va quand même pas leur donner la priorité dans la persécution antisémite. C'est très très spectaculaire. Et le 3 octobre, on a ce statut des Juifs qui donc prévoit toute une série de mesures d'exclusion. Et c'est très important parce que on a aussi la main de Pétain derrière. Alors c'est Serge Klarsfeld qui l'a repéré, et c'est maintenant au mémorial de la Shoah. On a un exemplaire du statut qui est corrigé de la main de Pétain. Et non seulement il est corrigé, mais il est aggravé. Il durcit le sort des Juifs, il supprime certaines exonérations. Pour moi, c'est comme la signature de son antisémitisme. Faut pas penser qu'il est dans le calcul. Il n'est pas dans le calcul, il est dans l'idéologie. Et le rejet du Juif, considéré comme responsable de la défaite, c'est son idéologie. Ordre du jour. Lutte contre l'influence des Juifs dans l'administration. Je vous lis le projet de préambule, monsieur le maréchal. Partout, et spécialement dans le service public, l'influence des Juifs s'est fait sentir, insinuante et pernicieuse. Non, insinuante et pernicieuse, c'est faible. Non, il faut souligner leur influence délétère. Moi, j'écrirais insinuante et finalement décomposante, car ils ont décomposé le pays. Non, en tout cas, je ne veux pas de Juifs dans la justice et l'enseignement. Alors ce qu'on savait, c'était que le maréchal Pétain avait, il y avait des témoignages qui disaient qu'il était intervenu, qu'à un moment donné dans la discussion, il avait dit « Je ne veux pas de juifs dans la magistrature, je ne veux pas de juifs dans l'enseignement ». Laurent Joly. Et le document qui a été découvert il y a 11 ans maintenant, par le mémorial de la Shoah, montre l'état du statut des juifs au moment de cette discussion. Donc c'est assez intéressant de pouvoir confronter un témoignage et un document. Et sur ce document, on voit les professions qui étaient interdites. Et on voit que l'article 2 éliminer radicalement les Juifs, pas de l'enseignement, mais on va dire que c'était d'une portée limitée, c'était directeur d'établissement, c'était recteur, etc. Le maréchal Pétain a demandé l'extension à l'ensemble du corps enseignant. Instituteurs, professeurs de lycée, professeurs d'université, il ne peut plus y avoir de Juifs. Et donc là, on voit la portée, la directe, concrète, d'une sorte de caprice, on va dire, du souverain. En mars 1941, quelques semaines plus tard, va aussi se mettre en place ce qu'on a appelé le commissariat général aux questions juives, qui va d'abord être dirigé par Xavier Vallat, on en parlait tout à l'heure de Xavier Vallat. Avec quelle ambition, pour commencer, Laurent Joly, quant à ce commissariat général ? Alors la création du commissariat général aux questions juives, elle correspond à un tournant dans la politique antisémite en France, parce que, si vous voulez, jusqu'en mars 41, vous avez les Allemands qui ont leur propre politique en zone occupée. Eux, ce qui les intéresse, c'est de recenser les Juifs, de les contrôler, de savoir où ils sont, de marquer les magasins avec des affiches jaunes, de marquer les pièces d'identité, faire un grand recensement, de commencer la spoliation. Vichy fait pas ça. Vichy, je vous l'ai dit, est obsédé par l'influence politique, culturelle des Juifs, donc c'est le statut des Juifs, et Vichy veut interner, comme ça, des Juifs étrangers qui sont indésirables, qui sont à la charge du pays. Donc voilà ce qui se passe. Et au printemps 1941, en mars 1941, les Allemands, ils veulent aller plus loin. Ils commencent à préparer vraiment la solution finale. C'est pas encore l'assassinat, mais c'est déjà génocidaire. On veut expulser les Juifs en Sibérie. On cherche à vraiment débarrasser l'Europe des Juifs. Et l'idée du commissariat général en question juive, c'est ce qui peut permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin pour mettre les Juifs à l'écart de la société. Alors, le gouvernement de Vichy est pressenti, l'amiral Darlan, qui est à l'époque le chef du gouvernement, dit oui, le maréchal Pétain donne aussi son accord, et le commissariat général aux questions juives est créé. C'est une sorte de grand ministère qui va faire des lois valables sur l'ensemble du territoire. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment une fusion entre les deux politiques allemandes et françaises, qui mène à une aggravation, puisque vous allez avoir un recensement des Juifs aussi en zone libre, la spoliation est étendue en zone libre, et les Allemands profitent de la situation et de la loi française pour faire des premières rafles
et une première rafle en mai 1941 à Paris. Donc vous voyez comment ce moment-là de la création du commissariat général en question juive est un tournant, parce que là, il y a à la fois une imbrication et une aggravation de la politique antisémite. Pas ici ! Et en mai 1941, après cette première rafle de juifs à Paris, de juifs uniquement étrangers pour l'instant, on envoie un reporter dans le camp d'internement de Pithiviers pour informer et rassurer la population française. Bien que les juifs étrangers ne soient ici que depuis 48 heures, comme je vous le disais tout à l'heure, l'horaire du camp est déjà strictement établi. Le réveil a lieu à 6 heures. Ce sont les sonneries de trompettes par le gendarme de service qui réveillent les hommes qui doivent sauter à bas de leur chalut. Et ils se trouvent à 7 heures, en se rangeant en file le long du petit bâtiment de la cuisine, le café. Ensuite, à 11 heures, ils ont la soupe, et à 18 heures également. Le couvre-feu est sonné à 21h30. Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer, si vous voulez, sur le sort de ces hommes, qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, auraient déjà été depuis longtemps chassés de France et qui vivaient chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques échappés des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris, se livrant à leur buddy-commerce et qui maintenant se trouvent rassemblés ici. Et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise enfin en France occupée, alors qu'elle avait déjà été prise depuis plusieurs mois en France non occupée. Alors dans ce climat extrêmement antisémite, dans ce climat très dangereux pour la communauté juive, il y a un entretien entre Philippe Pétain et le grand rabbin de France, Isaïe Schwartz, entretien dont on a le compte-rendu. Qu'est-ce que Philippe Pétain dit face aux inquiétudes du grand rabbin de France, Isaïe Schwartz ? Alors, je suis très content que vous parliez de cette source parce que c'est un document que je cite beaucoup et qui est extrêmement important. Parce que il est révélateur de ce que le maréchal Pétain, à 85 ans, pense de ce qu'il appelle le problème juif et de ce qu'il cautionne. Le commissariat général en question juive est demandé par les Allemands avec une finalité qui est extrêmement inquiétante. C'est-à-dire que les Allemands annoncent clairement à l'amiral Darlan, qui va le répercuter au maréchal Pétain, qu'il prévoit de déporter massivement les Juifs d'Europe et les Juifs de France. L'amiral Darlan en a parfaitement conscience et lui dit c'est très bien, comme ça on va pouvoir se débarrasser des Juifs étrangers, des Juifs naturalisés, qu'ils partent, je ne demande pas mieux. Le premier commissaire général aux questions juives, Xavier Vallat, qui va faire des déclarations à la presse, va dire les Allemands prévoient de régler le problème juif à l'échelle européenne, ça va nous permettre de débarrasser le pays de ces centaines de milliers de Juifs qui se sont abattus sur notre pays. Et le maréchal Pétain, lui, il dit au grand rabbin Schwartz, c'est très bien le commissaire général en question juif, c'est mon chef du gouvernement, mon président du conseil qui a fait ça. Oui, c'est comme ça parce que vous les juifs, vous n'êtes pas assez intégrés à la nation, donc vous aviez qu'à être paysans, vous aviez qu'à être artisans. Et le grand rabbin Schwartz, il est un petit peu atterré, il essaie de lui expliquer que il n'est pas maître des forces économiques, que on va pas reprocher aux gens d'être des citadins, que les juifs ont toujours été des bons Français, mais et il a face à lui quelqu'un qui est totalement inconséquent. Et autant le maréchal Pétain a eu un rôle en 40 avec le statut des Juifs qu'il a contribué à aggraver, mais à partir de 1941, moi ce que j'observe, c'est que il est en retrait et finalement il ne sert qu'à donner sa caution et son autorité morale à la politique antisémite de Vichy, dans un mélange d'antisémitisme ordinaire, d'inconséquence, que j'aurais presque tendance à qualifier de sénile, parce que il y a vraiment des moments où il déraille. Lorsque Xavier Vallat vient lui présenter son projet de loi tendant à organiser la spoliation des Juifs, qui est une loi très compliquée, le maréchal Pétain a dit pourquoi vous vous embêtez avec tous ces articles, vous avez qu'à prendre tous les biens des Juifs. Même Xavier Vallat est dérouté parce que Xavier Vallat, il est juriste. Donc voilà, c'est ça le maréchal Pétain à partir de 1941 en matière de politique antisémite. Mais vous voyez, il projette une manière d'être française qui est tellement restrictive. Un Français, c'est le paysan. Et si vous n'êtes pas un paysan, vous n'êtes pas vraiment un vrai Français. Donc, in fine, le maréchal Pétain considère que les Juifs français tels qu'ils sont ne sont pas des vrais Français. Ces petites considérations ordinaires, très communes à l'époque. Ce que dit Pétain sur les Juifs, c'est ce que pensaient plein de gens. Alors évidemment, ces gens-là ne sont pas des criminels, et Pétain n'est pas un criminel, mais cette espèce d'antisémitisme-là, dans la tête d'un homme de 85 ans, qui est plus
le Pétain de la Première Guerre mondiale, qui était quand même quelqu'un qui voyait un peu plus loin que les autres. Là, il est en retard, il comprend mal, et surtout, il ne perçoit pas ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense que, sincèrement, Pétain n'a pas compris le nazisme. Pétain n'a pas compris la solution finale. Projet d'interview jamais publié du maréchal Pétain dans Candide en mai 1941. Voulez-vous en raccourci mon sentiment ? Je n'aime pas les juifs. Je lutte contre les communistes. Je hais les francs-maçons. Cette haine est une faible réplique à la haine qu'ils ont vouée à tous ceux qui, dans ce pays, veulent encore vivre dans la santé et dans la pureté. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition Le Juif et la France. Au pied de la gigantesque statue La France nouvelle, se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Sézille prononce le discours d'inauguration. Le 5 septembre 1941, à Paris, en zone nord, sur un territoire administré par les Allemands et non pas par le gouvernement français, s'ouvre une exposition ignoble, Le Juif et la France. Cette exposition n'a rien à voir avec Philippe Pétain. L'historienne Annette Vieviorka. Tous les historiens qui ont étudié la propagande de Vichy ont montré qu'il n'y avait aucune propagande antisémite officielle de Vichy. Et que, par exemple, le statut des Juifs d'octobre 40 n'a fait l'objet d'aucune, on dirait aujourd'hui, médiatisation, pour employer un terme anachronique. Tout ça pour dire que cette exposition, Le Juif et la France, c'est une pure production nazie, qui est faite avec l'aide de ceux qu'on appelle parfois les collaborationnistes, c'est-à-dire les ultras de la collaboration qui sont à Paris. J'entre dans le hall. Je suis accueilli par un des organisateurs qui va bien vouloir m'accompagner dans cette visite. Mon cher ami, qu'est-ce que cette grande statue de plâtre que je vois au fond ? Eh bien, cette statue de plâtre a pour but tout d'abord de montrer les caractéristiques aryennes. Cette femme avec un enfant, c'est l'Arienne, n'est-ce pas ? Oui, c'est l'Arienne. La mère. La mère avec son enfant. Et puis au-dessous, voyez-vous, on voit le juif dominant le monde et essayant de dominer l'Arien. C'est ça, ce juif qui est à ses pieds, avec le nez et la barbiche, et en serrant dans ses mains un globe qui est sans doute le globe humain, le globe terrestre, n'est-ce pas ? Simplement. Parfait. Et l'objectif de l'exposition, c'est de permettre aux Français de reconnaître qui est juif, qui est une grande question pour les nazis, et aussi, sans que la propagande soit en jeu, pour Vichy. Parce que c'est pas si facile de définir qui est juif. L'obsession des nazis, qu'on ne trouve pas tellement chez les antisémites français, c'est l'obsession de trouver des traits physiques qui pourraient définir qui est juif. Lèvres inférieures charnues. Manifestation de prognatisme osseux comme une race non européenne. Front étroit. Implantation des cheveux basses. Cheveux épais, gras, luisants. Expression générale du faciès plus ou moins judaïque. Mimique non judaïque au cours de l'examen. Habillez-vous. L'idée, c'est aussi que le juif est étranger. Que le juif n'est pas la France, mais que le juif est en train de corrompre la France et dans tous les domaines. Politique, économique, culturelle. Je me trouve à nouveau dans la librairie de l'Institut d'études des questions juives, où je trouve Monsieur Laville, qui, à l'Institut, est un spécialiste des questions raciales, et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à Monsieur Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent, et ce qui est plus grave, beaucoup de Français ariens se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer ?
Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter, et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. C'est ce qui n'arrive pas. Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous. Oh, peut-être 50%, mais les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. Avec l'étoile jaune, on rentre dans une autre séquence qu'on peut appeler de la solution finale. Si on veut comprendre quelque chose à cette période, il faut bien comprendre que les choses se déroulent de façon progressive, qu'elles ne sont pas inscrites dans un plan. Je pense que la période qu'on vient de vivre avec le Covid, qu'on a tous vécu, permet de mieux comprendre ce que c'est que quelque chose qui se déroule, un processus pour lequel on a une compréhension qui est limitée, une compréhension qui change. Donc c'est vraiment juin-juillet 42 qu'on passe à l'étape de la solution finale, si on l'entend comme l'éradication des Juifs d'Europe, partout où les nazis peuvent mettre la main. Et moi, Joseph, t'es juif? Oui, pas. Est-ce que t'es juif? Non, je suis pas juif. Tu sais que c'est une question de survie, ce que je viens de te demander, là? Oui, pas. C'est bien monté. Au départ, les nazis n'avaient pas envisagé d'exterminer les Juifs d'Europe. L'annihilation de millions de personnes est manifestement hors de question. Je ne vous le fais pas dire. Ils avaient d'abord réfléchi à les déporter et à les abandonner à leur sort en Sibérie ou sur Madagascar. Une certaine forme d'isolement peut-être. Une quarantaine. Mais ces plans de réinstallation, comme disaient les nazis, ont échoué. Donc, ce n'est qu'à partir de fin 41 que les nazis ont décidé qu'ils allaient régler autrement la question juive, par des meurtres de masse, d'abord avec une balle dans la tête, Trouver des méthodes plus efficaces. et ensuite dans des chambres à gaz. Alors, quelle fut la complicité du régime de Vichy dans ce crime contre l'humanité ? Il est bien évident que l'antisémitisme que Friedlander appelle rédempteur, qui est celui des nazis, n'est pas l'antisémitisme de Pétain. Pétain n'a pas contribué à la construction des camions à gaz ou des chambres à gaz. Ça, c'est sûr. Mais la politique de collaboration qui est la sienne depuis la signature de l'armistice, c'est quelque chose qui a facilité la déportation des Juifs qui aboutit à leur assassinat. Je savais que nous finirions par nous entendre. Résumons-nous. Vous commencez par nous livrer les 10 000 Juifs de vos camps de la zone sud. En zone occupée, votre police rafle elle-même. Sous notre entière autorité. 24 000 Juifs pour le Grand Paris, c'est les quotas qu'il nous faut. Seuls les apatrides seront raflés, à savoir les Autrichiens, Tchèques, Russes, Allemands, Polonais. Ils sont là! Ils arrivent! Les 16 et 17 juillet 1942 a lieu la rafle la plus importante. Il était prévu d'arrêter à leur domicile 30 000 Juifs. Bon alors, combien on a de Juifs ici? Nous en avons 5. Surin, Charlotte, Rachel, Joseph et Shmuel. Shmuel Weissmann. C'est aussi la rafle la plus importante, puisque c'est la première fois qu'on arrête des femmes et des enfants. Jusqu'à présent, mai 41, août 41, décembre 41, que des hommes. Là, on a l'arrestation des hommes, femmes, enfants. Ils sont chargés dans les autobus de l'ancêtre de la RATP, rassemblés pour les célibataires ou les couples sans enfants à Drancy, pour les familles, enfin là, quand il y a des enfants, dans l'enceinte du Vélodrome d'hiver. Baruch atah Adonai,
אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Comment Pierre Laval, sous l'autorité de Philippe Pétain, justifie-t-il la déportation des enfants juifs de Paris ? À la différence de Pétain, Laval n'était pas antisémite. Donc on peut ne pas être antisémite et faire une politique qui l'est. Ça donne à réfléchir. Pour Laval, c'est un problème pratique. On a 4000 gosses, qu'est-ce qu'on va faire de ces 4000 gosses ? Qui va s'en occuper ? Donc le plus pratique, c'est de ne pas s'encombrer de ces enfants et de faire semblant de croire à cette fiction de la, comme on dit en langue nazie, en langue du Troisième Reich, de la réinstallation à l'Est. C'est ça qui amène Laval à proposer qu'on déporte aussi les enfants. Nous espérons rafler entre 24 et 25 000. Pour vous fournir le quota que vous demandez, il va falloir déchoir quelques milliers de juifs de la nationalité française. N'est-ce pas, Le Guet ? Que tout ça soit bien légal. On n'arrête que des étrangers ou des apatrides. C'est en cours, monsieur le secrétaire général. Bon. Eh bien, disons le 14 juillet. Vous plaisantez ? C'est la fête nationale, la prise de la Bastille. Alors, le 16. Il faut dire que les arrestations sont faites par la police parisienne. Faut qu'à 4h30 tout ça soit fini. Oh, quelle journée. Ça pue tout ça, brigadier. Moi, c'est les escaliers qui me tuent. Qu'est-ce qui fait que Vichy met la police française au service des Allemands pour cette rafle ? C'est l'idée qu'il faut marquer sa souveraineté. Donc en fait, cet acte qui marque d'opprobre et la police et Vichy a été fait dans cette idée qu'il fallait qu'on reste souverain, donc que ce soit la police française qui procède à ces arrestations. J'ai dit qu'il était prévu de procéder à 30 000 arrestations. En fait, et c'est le cas quand on regarde toutes les arrestations et les rafles à partir de mai 41, le chiffre ne sera pas atteint, loin de là. Puisque c'est, alors je mets plein de guillemets, seulement à peu près 13 000 juifs qui sont arrêtés. Les juifs ont commencé à se méfier, à se cacher. Ils ont bénéficié de fuites de la préfecture de police. Et ils ont bénéficié aussi beaucoup de la solidarité d'un certain nombre de voisins qui ont caché les enfants. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le plus grand nombre, ce sont les femmes et les enfants, un peu plus de 4000 enfants. Aucun des enfants du Veldiv ne reviendra de déportation. Pourquoi les femmes et les enfants ? Parce que on ne peut imaginer le futur que par rapport au passé. Et comme les arrestations précédentes avaient été celles d'hommes, les hommes se cachent. Et parfois, à la maison, il n'y a plus que les femmes et les enfants. Enfin, Laval, vous l'avez lu comme moi. La France n'est pas encore assez antisémite pour tolérer la déportation massive des Juifs français. Les Français ne sont pas prêts. Alors profitons-en. Expulsons les apatrides. En ce qui me concerne, je ne serais pas déshonoré si je devais les déporter vers ces nouveaux territoires que les Allemands sont en train de créer à l'Est. On voit que ce qui se passe vraiment à ce moment-là, c'est vraiment une prise en main par Laval et par Bousquet de la politique de Vichy. C'est eux qui font tout. Laurent Joly. Et Laval, il a quand même besoin, quand il vient rendre des comptes à Vichy, il a quand même besoin d'avoir Laval, sans mauvais jeu de mots, du maréchal Pétain. Parce que si le maréchal Pétain ne donne pas son accord in fine, vous pouvez pas faire marcher la haute fonction publique, d'autant plus qu'on veut livrer des juifs de zone libre. Donc il y a besoin de l'accord du maréchal Pétain. Et cet accord, il va l'obtenir le 3 juillet 1942 en mentant en Conseil des ministres. C'est-à-dire que la veille, Bousquet a vu les Allemands, il a dit « je vous donnerai tous les juifs étrangers que vous voulez », et le lendemain, Laval ose dire au Conseil des ministres, devant le maréchal Pétain, il faudra peut-être envisager un recensement, distinguer les juifs étrangers des juifs français. Je ne serais pas déshonoré si nous expédions dans un État que les Allemands veulent créer à l'Est, tous ces juifs étrangers qui sont venus chez nous. Vous voyez, donc il noie le poisson et il finit par obtenir l'accord du maréchal Pétain qui lui dit tout simplement « Je pense que cette distinction entre juifs étrangers
est juif français est juste et sera comprise de l'opinion. Prenons le temps de bien expliquer la nature du mensonge de Pierre Laval. Laval fait croire à Pétain que rien n'est décidé. Monsieur le maréchal, je sollicite votre arbitrage. Et que c'est lui, le maréchal, qui va choisir si la France livre ou pas ses juifs étrangers aux nazis. Or, c'est faux. René Bousquet a déjà négocié avec les Allemands. C'est validé. Mais comme Laval a besoin de Pétain pour signer l'acte qui va autoriser la police française à arrêter les Juifs de Paris, il l'embobine. En ce qui me concerne, je ne serais pas déshonoré si je devais les déporter vers ces nouveaux territoires que les Allemands sont en train de créer à l'Est. Il lui dit qu'on pourrait peut-être livrer les Juifs étrangers, ce ne serait pas si grave. Et Pétain se dit, pourquoi pas ? L'opinion française va comprendre, c'est une négociation avec les Allemands, c'est important pour la collaboration, donc abandonnons les Juifs étrangers. Philippe Pétain. Voilà, il a l'accord. Et ça suffit pour faire marcher la haute fonction publique. Et vous avez tous ces braves pétainistes à Vichy, qui sont des honnêtes gens, ces directeurs de cabinet, ces préfets, et qui sont convaincus qu'il s'agit de protéger les Juifs français. Et là, on est vraiment dans ce Pétain dont je vous parlais de 41, dont l'autorité morale est indispensable, mais qui est à la ramasse. Et qui vraiment ne comprend pas ce qui se passe, ne comprend pas la portée de ses paroles, de ce qu'il dit et de ce que les Allemands prévoient de faire. Donc c'est ce mélange d'inconséquences séniles, d'antisémitisme ordinaire. Bah oui, les Juifs étrangers, c'est le dépotoir, les Juifs français. Oui. Vous voyez, il est prisonnier de ces catégories-là et c'est ce qui permet à Laval et à Bousquet de commettre le pire. Il est quelle heure ? 7h30, monsieur le secrétaire général. J'ai dit combien ? 5000. On est au-dessous. Activé. Les Allemands n'ont jamais demandé à Laval et à Bousquet de distinguer les Juifs français des Juifs étrangers. Pour les nazis, un Juif est un Juif. Et cette idée perverse de Laval, validée par Pétain, a eu des conséquences dramatiques. Alors, Vichy n'avait pas l'intention de déporter les Juifs français. Mais à partir du moment où vous livrez massivement les Juifs étrangers, vous mettez tout le monde en danger. C'est-à-dire que les gens ne savent pas qui va être arrêté, qui ne va pas être arrêté. Donc les Juifs français, eux aussi, commencent à se cacher, à prendre des risques, à tenter de franchir la ligne de démarcation, et donc se font arrêter à titre individuel, massivement, et de plus en plus. Et puis en plus, à partir du moment où les Allemands vont imposer l'arrivée au pouvoir des miliciens de Darnand, qui remplace Bousquet, si les Allemands donnent l'ordre de faire des rafles de Juifs français, Vichy obéit. La rafle de Bordeaux de janvier 44 en est un exemple bien connu. Donc vous voyez, cette politique de soi-disant protection des Juifs français était criminelle en soi parce que elle mettait tous les Juifs en danger et vous voyez le résultat final, 24 000 Juifs français déportés. C'est la deuxième nationalité après les Polonais. Donc les Juifs français n'ont absolument pas été protégés, même si effectivement quand on regarde le bilan global, évidemment ils ont été moins touchés en proportion. Au fait, pour le cardinal Suard, vous avez lu sa lettre de protestation ? Nous ne pouvons étouffer le cri de notre conscience au nom de l'humanité et des principes chrétiens. Que fait-on ? À partir de l'été 1942, quand le régime de Vichy, sous la responsabilité de Philippe Pétain, participe à la destruction des Juifs d'Europe, comment réagit l'Église catholique ? Alors là encore, vous voyez, c'est une démonstration qu'on ne pouvait pas ne pas savoir que les Juifs déportés étaient destinés à mourir. C'est marqué noir sur blanc dans 2 protestations publiques. Il y en a eu une demi-douzaine, mais il y en a 2 qui évoquent le sort probablement funeste. Les Juifs sont probablement destinés à mourir. C'est le cardinal Gerlier, l'archevêque de Lyon, et Monseigneur Delay, évêque de Marseille. Gerlier est très important dans l'entourage de Pétain et il alerte, avant même de faire sa protestation publique, il alerte. Il dit
dit, vous pouvez pas faire ça. Vous commettez une grave erreur, vous vous associez à un crime. Et en fait, Gerlier va présenter sa protestation comme une volonté d'essayer de protéger le maréchal Pétain aussi, de faire en sorte qu'il s'arrête dans la voie du crime. C'est vraiment ça, hein, dans l'esprit de Gerlier. Il y a comme une volonté de sauver l'âme du maréchal Pétain. Donc, ça va avoir un effet direct sur la politique de Vichy, parce que en septembre 42, tout début septembre 1942, je vous l'ai dit, la politique de Vichy, s'il n'y avait pas eu ces protestations, c'était on se débarrasse des étrangers et on se débarrasse des naturalisés. Tous ces juifs qui étaient devenus français après la fameuse loi de 1927, c'était pas des vrais Français. En plus, il y en avait pas mal, des dizaines de milliers de juifs qui avaient été naturalisés. Dans l'esprit de Vichy, dans l'esprit de la droite, de l'extrême droite, ces gens-là, c'était pas vraiment des Français. Alors, on avait bien créé une commission de révision des naturalisations, mais elle avançait lentement. Il y avait peu de juifs, au bout du compte, qui étaient dénaturalisés, quelques milliers au total. Donc ça, c'était la politique de Vichy. Et les Allemands s'attendaient en septembre 42 à ce que Vichy livre ces juifs-là tout de suite. Et le fait qu'il y ait eu des protestations des évêques, qui ont eu un écho énorme, notamment celle de Monseigneur Saliège à Toulouse, qui est un texte absolument extraordinaire, qui va avoir une résonance mondiale, c'est-à-dire qu'on va en parler dans tous les pays. Ça va du Mexique, de l'Égypte, des États-Unis, partout on va parler de cette protestation, et tous les Français ont été au courant parce que c'est un texte absolument magnifique. Les mesures antisémitiques actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. À lire sans commentaire à toutes les messes dans toutes les églises et chapelles du diocèse le dimanche 30 août 1942. Donc, évidemment, Laval, à ce moment-là, il dit, écoutez, moi, je peux pas vous donner comme ça ces juifs, arrêtez d'exiger des chiffres, je vais vous donner les juifs étrangers que je vous ai promis, mais je peux pas aller au-delà, parce que vous savez, j'ai le maréchal Pétain, vous voyez, toujours cette invocation permanente du maréchal Pétain, il a un entourage clérical, il est influencé par Monseigneur Gerlier, donc, voilà, je suis bien obligé de tenir compte de l'opinion catholique, parce qu'à l'époque, les Français sont catholiques, donc je peux pas me mettre l'église à dos. Voilà, donc vous voyez ce frein qui est mis vraiment directement en lien avec la protestation de l'Église de France. Et Himmler arbitre en faveur d'une position, on va dire, pragmatique, mais qui est graduelle. C'est-à-dire que les Allemands disent, jusqu'à l'été 1943, on va prendre les étrangers, et puis à partir de l'été 1943, on prendra les Français. Vous voyez, on va avancer progressivement, parce que le problème juif est une priorité, mais c'est pas la priorité majeure en France. La priorité majeure en France, c'est le maintien de l'ordre et c'est la lutte contre la résistance et les communistes. Cette politique était évitable. Je veux dire, Vichy avait tous les outils pour s'opposer aux demandes allemandes. C'est quand même très important de le dire, parce que à l'été 1943, les Allemands reviennent à la charge à propos des Juifs naturalisés. On a attendu, maintenant on les veut. On est en avril 1943, Bousquet, encore lui, fait une loi qui dénaturalise tous les Juifs qui sont devenus français depuis 1927. Donc vous imaginez, c'est des dizaines de milliers de gens qui maintenant peuvent être arrêtés. Laval signe ce décret. Et les Allemands commettent une erreur stratégique. Ils mettent leur veto à la publication de cette loi au journal officiel parce qu'ils veulent que la loi paraisse le jour où on va faire la rafle. Parce que si on publie la loi avant, les Juifs visés risquent de partir dans la nature. Et ça, c'est une grave erreur parce que ça prend un peu de temps et on arrive en juillet 1943. Et là, en juillet 1943, il y a eu Stalingrad et il y a le renversement de Mussolini en Italie. Ça, c'est quand même un choc. Là, le vent a tourné. Et là, Laval a compris que le vent a tourné. Et il s'oppose. Il joue un peu à l'imbécile. Il dit « j'avais pas compris que vous vouliez arrêter des Juifs massivement ». Et là, encore une fois, il va invoquer le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain, d'ailleurs, à ce moment-là, il y a le représentant de l'épiscopat qui vient le voir, qui est au courant qu'il va y avoir une grande rafle contre les Juifs. Et il dit à Pétain, qui a 87 ans quand même, il commence à songer à sa mort, il dit « je m'inquiète pour le salut de votre âme, là, ce que vous allez faire ». Donc tout ça fait que Laval, avec la caution de Pétain, s'oppose et dit non. Et là, qu'est-ce que font les Allemands ? Ils renoncent. Ils renoncent à leur grande rafle. Alors que Vichy, vous voyez, Vichy en juillet 43, c'est pas Vichy en juillet 42. L'ensemble du pays est occupé. Vichy a beaucoup moins d'atouts. Et là, Vichy arrive à obtenir que les Allemands renoncent à une grande rafle, parce qu'effectivement, les Allemands ne pouvaient pas obtenir à Paris. Ils savaient que ça marcherait pas. Donc, ils y renoncent. Voilà, donc vous voyez, il aurait simplement suffi. Alors évidemment, c'est facile, l'historien qui arrive et qui dit « il n'y a qu'un faucon ». Bon. Mais malgré tout, revenons à ces options possibles que Vichy avait.
C'est-à-dire qu'il faut toujours voir que Vichy avait toujours le choix. On vous a jamais dit qu'un Youpin ne pouvait pas être français? Quelquefois. Pour moi, un juif, c'est comme un rat. Ça pullule. Il y en a de plus en plus. Je peux m'en aller. Reste là. J'appelle la commandant de tour. Tu t'expliqueras avec eux. Et pourquoi me tutoyez-vous? L'antisémitisme de Pétain, c'est un antisémitisme d'apartheid. Ça veut dire que c'est un antisémitisme où on veut séparer les juifs. Et les juifs français sont presque les premiers visés. Il faudrait quand même voir que le statut des juifs, adopté par le gouvernement de Pétain, ne vise pas les juifs étrangers, parce qu'il vise les fonctionnaires, il vise un certain nombre de professions qui ne sont pas des professions d'étrangers. Donc je dirais que c'est un antisémitisme d'apartheid. Ce n'est pas un antisémitisme de type nazi, mais je trouve, si vous me permettez une incidente contemporaine, je trouve quand même que le nazisme nous a singulièrement brouillé la cervelle. Maintenant, il faudrait gazer 6 millions de personnes pour qu'on trouve que c'est honteux. Donc simplement de considérer qu'une population qui vit en France depuis des générations, qui ont été combattants en 14-18, donc que ces gens-là qui ont fait la France, qui sont français, qui certains d'ailleurs ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, que ceux-là brusquement on déclare qu'ils ne sont que de seconde zone, qu'ils n'ont plus le droit d'exercer leur profession, qu'on peut leur bloquer leur compte bancaire, qu'on peut les mettre dans les marges de la société, tout ça, ça serait pas grave, parce qu'on n'aurait pas construit les chambres à gaz. Je trouve qu'il y a quelque chose qui défie l'imagination. En conclusion de ce 6e épisode, il faut retenir 3 choses. Primo, lorsqu'en juillet 1942, Philippe Pétain donne son accord pour livrer les juifs étrangers, il ouvre les vannes et il met en danger tous les juifs, y compris les juifs français, bien sûr. Ensuite, la rafle du Veldiv, avec ses arrestations de femmes et d'enfants, a profondément choqué l'opinion publique française. Et c'est en partie une solidarité nationale qui a ralenti la déportation des Juifs de France. Enfin, pensez bien que le maréchal Pétain, le plus humain de nos chefs, avait la possibilité de faire barrage et de s'opposer à cette sinistre besogne. Quand Pierre Laval lui dit, en 1942, que les Allemands exigent 30 000 Juifs parisiens, il aurait pu refuser de mêler la police française à cette infamie. Or, il n'en fut rien. Et pour cause. Philippe Pétain, 11 juin 1942. Monsieur Laval a gagné mon entière confiance, non seulement par ses paroles, mais par ses actes. Il n'y a plus aucun nuage entre nous. Nous marchons la main dans la main. Quand Monsieur Laval parle, c'est en accord avec moi. Et quand je parle moi-même, c'est en accord avec lui. Le funeste duo Pétain-Laval, c'est l'horizon du prochain épisode. Le fantôme de Philippe Pétain, un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Faure-Rendu et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, L'ami Laval. Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter. Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre « Le fantôme de Philippe Pétain ». Enrichi d'images d'archives, 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé. Le fantôme de Philippe Pétain par Philippe Collin, un livre France Inter.